Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour tout le monde! Il y a quelques semaines, nous recevions Sylvie Tardif du Concept, dont les programmes d'éducation populaire aident de nombreux Québécois à jouer un rôle actif au sein de la société. À quelques jours de la semaine de l'alphabétisation populaire, qui aura lieu du 7 au 11 avril, nous avons voulu creuser davantage le fléau de l'analphabétisme, surtout à l'ère du numérique, qui accentue, ma foi, l'écart des chances entre les Québécois. Pour en discuter, nous recevons Martine Monette, animatrice d'Au cœur des mots, un centre d'alphabétisation populaire de la MRC des Jardins de Napierville et du Haut-Richelieu. En seconde partie, un tout autre sujet, la nécessaire entraide autour du deuil. Entre-Deuil de l'Outaouais offre des services de soutien aux personnes endeuillées, que ce soit suite au décès d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant ou même d'un animal. L'organisme développe également une expertise en ce qui a trait au deuil à la suite de demandes d'aide médicale à mourir qui vont sans doute augmenter au fil des prochaines années. Nous recevons la présidente du conseil d'administration, Claire Branchot, aussi bénévole depuis 25 ans, une femme d'exception de 82 ans qui a elle-même sans doute vécu plusieurs deuils dans sa vie et plusieurs parcours et étapes de la vie. Ça sera un plaisir de la recevoir pour parler d'un sujet tout aussi essentiel. Une courte pause et on accueille en studio Martine Monette d'Au cœur des mots. Nous recevons l'animatrice d'un organisme d'alphabétisation Au cœur des mots, qui est de la région des Jardins de Napierville et du Haut-Richelieu. Nous l'accueillons avec plaisir pour discuter d'un enjeu qui, malheureusement, va être de plus en plus touché par la fracture numérique, soit l'analphabétisme. Bonjour, Martine. Bonjour. Dites-moi d'abord, peut-être juste nous rappeler les chiffres de ce qu'on entend par l'analphabétisme. Voyez-vous, j'ai de la difficulté moi-même à le dire. En fait, environ 52 % il y a eu une augmentation suite au dernier rapport qui sont sortis en 2022. 52 % parce que là, vous me nommez un chiffre qui est très haut. Oui, 52 % de gens qui auraient des difficultés en lecture et écriture. Donc, des difficultés, c'est pas nécessairement qu'on n'arrive pas à décoder les mots, donc à lire les syllabes, mais à comprendre des textes compliqués qui nous servent à défendre nos droits, à discuter, à argumenter, à compléter des formulaires tout simplement, ou par exemple lire un article de journal, participer au débat politique. Donc, c'est ça, des textes un petit peu plus soutenus, écrits par les gens instruits de ce monde. Donc, finalement, pouvoir exercer ses droits et jouer un rôle de citoyen actif dans la société, là, ça va au-delà de pas pouvoir lire un roman. Là, c'est vraiment de notre rôle dans la société dont il est question ici. Oui, puis notre rôle même familial, c'est l'autonomie au quotidien aussi qui est touchée. Oui. Par exemple, si j'ai de la difficulté à comprendre un manuel d'instruction parce que je viens, je sais pas, d'acheter une télévision. Ils sont déjà en partant, ils sont difficiles à comprendre, même si on a un haut niveau de littératie.
Oui, mais c'est des gens peut-être très, très débrouillards parce oui. ils arrivent à demander de l'aide, à déchiffrer, à compenser par plein d'autres méthodes, mais c'est des gens souvent qui vont être parfois plus manuels, qui vont se valoriser par d'autres activités, mais oui, ça atteint beaucoup l'autonomie au quotidien. Bien, c'est un peu de ça aussi dont on veut causer pendant l'entrevue. Le fait que tout ça arrive à l'ère, en fait, numérique, où ça rend encore plus complexe un peu cette situation-là de débrouillardise. Puis en même temps, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, il va y avoir des moyens là, pour faciliter les choses. Mais je veux quand même qu'on mette bien la table là, sur le phénomène. On avait d'autres statistiques qui parlaient là, de 19 % de la population de plus de 16 ans qui ont des grandes difficultés à l'écrit. Donc, quelle est la différence entre les deux statistiques, celle qu'on a nommée de 1 sur 2 et là, ici, de 1 sur 5? Bien, 1 sur 5, c'est c'est beaucoup au niveau de l'écrit, oui, mais des gens qui ont un niveau de littératie qui n'est pas fonctionnel, en fait. Quand on parlait d'autonomie, donc c'est ces gens-là dont on parle. Donc, 52 %, c'est des gens qui sont, on va dire, analphabètes fonctionnels. Oui. Donc, c'est des difficultés qui me permettent d'être fonctionnelle au quotidien, mais qui ne me permettent pas d'exercer mes droits ou d'être, comme vous disiez tout à l'heure, là, d'avoir une parole de citoyen ou de participer au débat de société. Donc, c'est la différence. Ça a été calculé selon des niveaux. Donc, le 19 % est plus de niveau 1, 2. Donc, des gens qui vont avoir vraiment un niveau de littératie de base. Et là, quand on parle d'une personne sur 5 là, qui a de grandes difficultés, ça veut dire on doit user de niveau de débrouillardise express pour y arriver à être fonctionnel. Oui, puis c'est toute l'importance des organismes, c'est l'importance aussi du réseau, du filet social, du réseau autour de la personne pour l'aider, mais c'est dans une ère où l'éducation est gratuite, où nous, on va à l'école et la population, la plupart des gens tiennent pour acquis que je sors de l'école avec un secondaire 5 et je sais lire, donc c'est un peu stigmatisé et les gens souvent vont avoir honte d'en parler, donc ils vont pallier par plein d'autres façons ou tout simplement s'isoler pour pas avoir à utiliser la lecture et l'écriture. Oui, puis il y a beaucoup de gens, malheureusement aussi, qui ne complètent pas leur secondaire 5. On a parlé à l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation et ils existent justement parce que plusieurs jeunes ont de la difficulté même à compléter leur secondaire 5. Oui, exactement. Puis, c'est trouvé que même au DEP, au niveau post-secondaire, que certaines personnes continuent à éprouver des difficultés. Parce que, par exemple, dans les diplômes d'études spécialisées, on n'enseignera plus le français. Si l'enseignement est vraiment spécialisé selon le domaine choisi. Donc, ça perdure. Pour les gens, par exemple, de 50 ans et plus, 65 ans et plus, là, on a une perte d'acquis. Si on n'utilise pas l'écriture et la lecture au quotidien, là, on perd des habiletés. Brossez-moi un peu le portrait des gens qui sont affectés par... est-ce qu'on peut dire affectés par l'analphabétisme ou on va dire analphabète ou comment on les décrit? Moi, j'aime bien dire que c'est des gens qui ont des difficultés de lecture-écriture plutôt que de mettre une étiquette parce que souvent l'analphabétisme, on va penser, et puis même moi, là, avant de travailler dans un organisme, je croyais que c'était des gens qui ne savaient pas du tout lire, donc pour moi, ça faisait pas de sens. Il ne devait pas avoir beaucoup de gens, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais le portrait, c'est ça, c'est des jeunes décrocheurs qui arrivent dans la vie quotidienne avec peut-être qu'ils ont décroché en secondaire 1, secondaire 2, qu'ils étaient en classe spécialisée ou qui ont tout simplement décroché pour plein de raisons et qui se rendent compte que dans leur quotidien, ils ont de la difficulté à être autonomes, à fonctionner, à comprendre un bail, qu'ils se retrouvent dans le pétrin parce qu'ils n'ont pas bien lu ou compris des informations qui vont perdre leur travail parce qu'ils n'ont pas compris une consigne, par exemple, écrite qui leur ont été données. On sent qu'il y a des personnes aussi plus âgées qui ont abandonné l'école très jeunes. Peut-être à l'époque où on avait besoin de bras à la ferme. Oui, et là, on est vraiment dans les niveaux... de faible littératie, là, des gens que le traitement alphabétique, le son des lettres, la fusion syllabique, là,
ça n'est pas acquis qu'on va travailler. Ça peut être des gens qui ont des troubles de langage, des gens qui, oui, ont fait le secondaire 5, mais qui avaient tellement de difficultés d'apprentissage et qui n'ont pas poursuivi, en fait, l'utilisation de la lecture, qui, là, voient qu'on a une perte d'acquis, des personnes plus âgées qui viennent, c'est ça, qui, eux, oui, ont appris à lire, lisaient des romans ou utilisaient la lecture dans leur milieu de travail, mais qui, une fois retraités, vont plus lire ni écrire, donc une perte d'habileté. Donc, c'est un peu la clientèle qui est concernée par le phénomène. Et comment vous les aidez, Martine, ces personnes-là, à l'organisme Au cœur des mots? En fait, nous, on les accueille, peu importe la difficulté qui peut être traduite dans leur vie quotidienne. Donc, on fait des activités de lecture et d'écriture, je pourrais dire agencées avec les activités du quotidien. Donc, c'est comme si on apprenait à lire et à écrire en faisant les activités qui correspondent à leur quotidien, comme le jardinage, la cuisine, placé par exemple à la bouquinerie, ben là, on est plus au niveau de la numératie qui est de classer soit par ordre alphabétique ou par chiffre les livres. Donc, c'est plus au quotidien. Il y a des activités de par les jeux, écrire des lettres pour défendre ses droits, justement, se mobiliser avec de l'aide. Les élections qui s'en viennent, ben ça va être un prochain sujet à aborder. Donc, la lecture est vraiment utilisée à travers ça. On a un projet de validation. On simplifie des documents en collaboration avec le site 3S de la Montérégie-Ouest. Donc, il y a beaucoup de lectures. Leur parole est entendue avec une spécialiste de la communication du Fonds de littératie. Puis, on contribue à ce que les documents remis par les spécialistes soient plus compréhensibles. Donc, c'est... je sais que c'est une volonté à plusieurs niveaux du gouvernement d'aller vers la simplification. Je pense à Revenu Québec aussi, où là, parfois, il y a de lire les documents, mais effectivement de tenter de les comprendre. Donc, déjà, on est dans un effort de simplification, mais si on n'est même pas en mesure de comprendre l'enjeu de finances qui est là, ben ça cause une double difficulté. Oui, pour Revenu Québec, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est justement c'est pourquoi la RGPAC et le regroupement des organismes en alphabétisation qui militent à cause de la fracture, qui va militer pour justement garder du personnel à l'emploi pour aider ces personnes-là. Au-delà, au niveau du numérique, au niveau d'utiliser, de savoir utiliser en fait le numérique, il faut avoir un minimum d'habileté en lecture pour le faire. Et au-delà de ça, c'est d'avoir accès aussi à l'Internet, à un outil, à un ordinateur, à un cellulaire, parce que c'est ça, c'est des gens souvent qui ont de faibles moyens. Ça peut... j'imagine que c'est un défi qui peut... amener de la complexité aux différents niveaux de gouvernement ou là d'avoir un système à deux vitesses pour eux, même si pour les personnes concernées, ça l'était déjà, là, mais de dire si on s'en va vers le numérique à 100%, qu'on puisse continuer à accompagner les gens qui avaient peut-être des difficultés, mais que là, on rajoute le volet informatique. Ça devient effectivement complexe de savoir comment bien accompagner puis les ressources que ça va demander. On voit vraiment le manque de ressources. Puis je sais, c'est la volonté de réduire le besoin en employabilité ou en ressources humaines, justement. Là. Ne serait-ce que d'arriver chez le médecin puis de devoir aller à la borne puis de mettre la carte de son maladie dans le bon sens puis de vérifier si mon rendez-vous c'est bien compris, qui m'accompagne, je dois écrire, il y a quelqu'un qui doit venir pour aider parce que c'est 52% des gens qui vont avoir la difficulté. Je suis allée à l'hôpital hier, puis c'était une personne sur deux qui demandait de l'aide. Là. La personne apportait
de son bureau, elle venait aider, elle retournait, elle venait aider. Mais même se rendre à l'hôpital, hein, les parcomètres maintenant sont presque tous associés à une application. Oui. Donc, les gens qui avaient une poignée de change dans leur poche puis qui le remplissaient, là d'avoir justement un téléphone, de devoir télécharger l'application. Oui, je vois que ça cause des difficultés dans une journée où on est constamment face à cette difficulté-là. Est-ce que vous avez l'impression que pour ceux qui étaient débrouillards, mais qui se disaient, c'est ça, je suis capable de me débrouiller, que ça fait en sorte que là, on n'a pas le choix de demander de l'aide? Oui, c'est ce qu'on voit de plus en plus. L'aide ponctuelle, on va faire aussi de la lecture de documents, aider à compléter des formulaires, c'est appeler pour obtenir des informations là, dans les institutions là, du Québec. Mais il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça. Ou j'ai fait un achat en ligne et je me suis essayée, là, j'ai fait un achat en ligne et j'ai acheté 2 items, je ne sais pas comment y retourner, je ne sais pas comment faire la mise à jour de l'ordinateur. Donc, même dans l'utilisation très de base là, de l'outil technologique, c'est difficile. Oui. Si on passait à la caisse, là, avec le TAP, la carte, le TAP, on tape, il n'y a pas de souci, mais là, aux caisses libre-service, c'est pas simple parce que c'est aussi quelque chose que vous avez regardé là, dans l'alimentation, les caisses libre-service, où on doit scanner, mais des fois, il faut rentrer des codes. C'est quand même complexe parfois. Oui, c'est complexe. Puis, ça m'est arrivé, moi, que quelqu'un me demande de l'aide, quelqu'un totalement comme en panique. Puis, je peux pas dire que c'est quelqu'un qui avait des enjeux de littératie, mais qui comprenait pas comment ça se passait. C'est nouveau aussi, puis c'est pas expliqué, c'est juste là, puis allez-y. Ouais. Et comment on fait? Et chaque institution, chaque entreprise a son système qui est différent. Effectivement. Faut être habile avec les outils technologiques pour voir la logique derrière tout ça, puis voir l'espèce de récurrence de fonctionnement, mais qu'on ne voit pas, là, si la lecture et l'écriture est difficile pour nous, puis que c'est nouveau pour nous là, d'utiliser les outils technologiques. Martine, on va faire une courte pause et puis on poursuit la discussion, entre autres, là, sur le parcours d'alphabétisation que vous proposez et comment ça aide les personnes à vraiment mieux se débrouiller dans la vie. Parfait, merci. Nous sommes de retour au Héros anonyme avec Martine Monette de l'organisme d'alphabétisation populaire Au cœur des mots. Martine, de quelle manière les personnes entrent en contact avec vous? Parce que là, c'est sûr que si on utilise les réseaux sociaux puis on a déjà de la difficulté, donc qui sert de bougie d'allumage pour dire là, il faut vraiment que j'aplanisse ces difficultés-là là, qui menacent mon fonctionnement quotidien? C'est souvent l'entourage. La personne qui va référer, en fait, notre organisme ou des intervenants, médecins, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, l'école. Donc, c'est des gens qui sont souvent référés. Comme je vous disais, c'est une difficulté, un mal qui est anonyme, qui n'est pas visible. Et il y a beaucoup, beaucoup de honte reliée à ça. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de diplomatie pour amener quelqu'un à reconnaître sa difficulté. Donc, souvent, ça va commencer par de l'aide ponctuelle. Par exemple, là, j'aurais besoin d'aide avec l'informatique. Ça, c'est normal pour la plupart des gens de dire, c'est pas un enjeu là, à sa dignité de demander de l'aide au niveau informatique. Après ça, là, souvent, on va voir que la personne, oui, elle a un enjeu de littératie, puis là, elle va revenir nous voir une fois qu'on a créé le lien pour se demander de l'aide pour lire des documents. Et c'est à travers cette aide ponctuelle-là qu'on va finir par amener la personne à venir participer aux ateliers pour améliorer ses capacités de lecture et d'écriture, mais ça peut prendre des années. Là. Ça peut être des rencontres ponctuelles pendant 1 an, 2 ans avant que la personne décide de s'engager dans un processus pour apprendre à lire et écrire parce que c'est
plutôt à mieux lire et écrire parce que ça ramène quand même si on n'a pas du tout le même système qu'à l'école, on n'offre pas une diplomation, on fait vraiment les activités au rythme, selon les besoins des gens, ben c'est quand même d'être mis face à ces difficultés à chaque activité de lecture-écriture, même si c'est au centre. Et ça ramène des souvenirs qui sont souvent... c'est beaucoup de courage. Puis vous nommiez d'entrée de jeu aussi qu'il y avait aussi l'impact sur la famille. Je pense entre autres les enfants qui sont scolarisés et qui ont ces fameux devoirs à faire. C'est peut-être pas simple pour les parents de les accompagner. Et à l'inverse, si l'enfant se débrouille bien à l'oral, mais il veut pas nécessairement améliorer son français, son anglais, mais que ça peut désespérer des parents aussi. Donc, ça peut être des deux côtés. Oui, les parents vont pas dire à l'enseignant qu'ils ont de la difficulté nécessairement à aider leur enfant. Donc, vont pour pas justement montrer leur difficulté, ne pas répondre au courriel de l'enseignant qui va demander des rencontres ou des suivis, il va tout simplement ignorer, en fait, pas les problèmes, mais la communication avec l'enseignant, ça le ramène à ses propres difficultés. Et c'est pour ça que le réflexe, quand une personne ne répond pas, quand une personne ne fait pas de suivi, peu importe le domaine... Se poser la question? Oui, de se poser la question. De se poser la question, c'est peut-être un enjeu de littératie. Donc, c'est d'amener la personne à dire, est-ce que vous comprenez bien? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à mieux comprendre? Est-ce que c'est simple pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc, c'est pas nécessairement est-ce que vous avez des enjeux d'analphabétisme, mais de proposer de l'aide en ayant en tête que ça se peut que ce soit ça le problème et que la personne ne le dira pas. Mais il y a aussi on dirait qu'on est une ère plus où le langage écrit est sollicité avec les textos et qu'on utilise de moins en moins le téléphone parce que dans un cas comme ça, on aurait pu prendre le téléphone et régler la chose, mais on a peut-être tendance un petit peu trop à aller vers l'écrit aussi. Oui, puis pour, par exemple, parler de l'école, c'est pas tous les parents. La plupart des parents vont, répondre au courriel, vont répondre selon le système qui est utilisé dans la classe de l'enseignant, mais de revenir à, 4, 5 parents dans la classe, je serais mieux d'appeler pour faire un meilleur suivi. C'est, une tâche de plus, mais c'est gagnant au bout du compte parce que la communication et la collaboration avec le parent, c'est le meilleur outil garant de la réussite scolaire de l'enfant. Donc, j'entends peut-être entre les lignes, Martine, que vous avez travaillé dans le domaine de l'enseignement auparavant. Oui. Est-ce que maintenant que vous êtes dans l'alphabétisation, vous vous êtes dit, est-ce que c'est possible que quand j'étais enseignante, j'ai peut-être fait des interprétations qui n'étaient pas les bonnes avec certains parents? Ah oui. Hein? Définitivement. Définitivement que retourner à l'enseignement, ce serait tout autre. Moi, j'étais la reine des courriels de une page et demie et je trouvais ça beau. Je me trouvais bonne et éloquente quand j'écrivais aux parents pour aujourd'hui me rendre compte que, oh my God, je dois en avoir perdu quelques-uns. Et c'est peut-être pour ça qu'on me répondait pas tout le temps non plus. J'aurais été plus alerte, plus à l'écoute peut-être de ces difficultés-là. Puis en même temps, c'est drôle parce que là, je vois les jeunes qui, on dirait, ont de la difficulté à prendre le téléphone. Mais en même temps, là, ils vont aller peut-être vers la vidéo. Est-ce que la vidéo est-ce que ça contribue à aider ou à nuire? Parce que, tu sais, les jeunes qui sont sur leur téléphone, c'est souvent des vidéos de TikTok une après l'autre. Donc, on n'a pas nécessairement à lire quelque chose. On va entrer un mot sur lequel on veut savoir et là, ça va être une vidéo qui va nous le dire plutôt que lire un texte. Est-ce que chez les jeunes, ça vient pas comme accentuer cette difficulté-là? Je sais pas si la vidéo peut accentuer la difficulté. C'est plutôt le fait de ne pas lire qui va accentuer la difficulté. Donc, c'est... Mais si on n'a pas besoin de lire parce que tout est dit à l'oral, parce que je ne sais pas s'il y a des sous-titres automatiques, mais je me posais juste la question dans l'utilisation des médias chez les jeunes. Ils utilisent moins le téléphone, ils lisent moins, mais en même temps, ils utilisent plus de la vidéo. Fait que je me demandais l'impact sur l'écriture comme telle. Est-ce que
pour s'organiser, on devrait faire peut-être plus de vidéos de sensibilisation. Par exemple, quand il y a eu les prélèvements dans le temps de la COVID, il y avait des petites vidéos qui nous expliquaient comment faire versus essayer d'interpréter le mode d'instruction qui était complexe. Ça dépend vraiment le but, en fait, de la communication. Si c'est pour divertir, la vidéo, c'est bien. Pour informer aussi, évidemment que ça peut aider, mais c'est pour instruire, c'est comme à l'école, par exemple, ou dans les familles, on doit continuer à faire lire les enfants et même les adultes. Là, on doit, ça se perd l'habitude de lire la résistance à la lecture. Là, je vais lire 5 minutes, je me déconcentre parce que ben c'est ça aussi, à force d'écouter des petites vidéos de 20 secondes, d'être capable de lire un texte plus soutenu, ça devient difficile de garder l'attention. Oui, donc il faut continuer, peut-être, oui, les vidéos peuvent, si c'est des vidéos informatives pour se divertir ou pour sensibiliser, mais de continuer, en fait, à utiliser la lecture, à faire cet effort-là, oui, c'est important. Est-ce que, par exemple, les jeunes ou les personnes plus âgées là, qui ont ces difficultés-là peuvent lire des livres, par exemple, qui sont destinés à des gens qui apprennent une nouvelle langue? Oui, ça reste la même langue. En littératie, il n'y a pas beaucoup de documents qui sont adaptés pour les adultes faibles lecteurs. Ah non, d'accord. Vous voulez dire hors des organismes qui produisent des outils. Par exemple, si on allait à la librairie, ce serait difficile à trouver ce genre de livre-là? Oui, parce qu'on peut penser qu'une bande dessinée, c'est facile à lire. C'est totalement faux, parce que c'est une autre façon de lire. Là. C'est des cases. Oui. Et c'est très souvent sous-entendu. C'est pas une histoire par page. Il faut comprendre qu'il y a une suite à l'autre page. C'est un des types de lecture qui est le plus difficile. Oui, il y a des romans graphiques, mais c'est pas juste des courts textes, c'est aussi tout dans la structure des phrases, dans les thèmes, dans l'utilisation du vocabulaire. Il y a très peu de documents qui sont adaptés aux adultes. Puis si on utilise des livres pour enfants, ben là, c'est très infantilisant. Oui. L'envie c'est pas avec ça qu'on va leur donner envie de lire. Mais je comprends beaucoup dans vos propos que c'est la différence entre décoder puis réussir à comprendre. Oui. Okay. Oui, c'est lire. Les deux doivent être réunis pour dire qu'on est vraiment en train de lire. Puis c'est toute la difficulté aussi justement dans le numérique de lire, mais sans support nécessairement visuel, sans image pour nous guider. Ça devient compliqué. Mais je rappelle à nos auditeurs que du 7 au 11 avril, c'est la semaine de l'alphabétisation populaire. Donc, peut-être à quel endroit on peut se renseigner davantage, Martine? Ça, elle est sur le site du RGPAC, RGPAQ. Donc, qui préparent des activités de mobilisation. Excellent. Aussi. Et dans les organismes communautaires spécialisés en les centres d'alphabétisation de votre région, en fait, la plupart font des activités pendant cette Excellent. Cette on invite nos lecteurs à aller sur le site donc du regroupement des groupes populaires en alphabétisation. Martine Monette de Au cœur des mots. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Chantal Doré. Être en deuil d'une personne qu'on a beaucoup aimée, c'est une épreuve que nous avons tous vécue ou que nous vivrons tous. Et heureusement, il y a des organismes essentiels qui nous aident à passer de l'autre côté de cette étape qui est universelle. Nous avons une discussion aujourd'hui avec la présidente du conseil d'administration d'Entraide Deuil Outaouais et qui est aussi bénévole à ce même organisme depuis 25 ans. Elle s'appelle Claire Branchot. Elle est au bout du fil. Bonjour Claire. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Ah, vous avez une voix qui fait du bien. Ah, c'est gentil, merci. J'imagine avec l'organisme là, dont vous présidez à titre de présidente du conseil d'administration, que c'est un acquis essentiel aussi avec tout le bénévolat que vous avez fait au fil du temps?
Ben, en fait, oui, ça fait plus de 30 ans que je fais du bénévolat dans le domaine du deuil. Plus de 30 ans, wow! Ouais. Et comment ça a commencé, cette histoire-là, cet engagement-là face au deuil, Claire? Ben, en fait, en 1989, j'ai perdu 2 frères qui sont décédés en l'espace d'un mois. Oh, c'est dur. Et j'avais accompagné un de ces 2 frères-là pendant 1 an et demi parce que, écoutez, en 89, le sida, c'était pas quelque chose de bien vu, connu. Et puis, on se sentait, la famille, comme vivre dans un igloo. Je suis l'aînée de la famille. Donc, j'avais laissé mon travail et puis j'ai accompagné mon frère. Quand, pendant cette période-là, mon 2e frère nous a annoncé qu'il était, qu'il avait le sida, qu'il avait le VIH. Et il est décédé le premier. 1 mois plus tard, celui que j'avais accompagné pendant 1 an et demi, lui aussi, il est décédé. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que moi, étant l'aînée d'une famille de 7 enfants, je savais bien qu'éventuellement, j'allais devoir accompagner mes parents dans leur fin de vie et puis tout ça. Et puis mon cœur, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. J'ai été obligée de prendre soin de moi. Je me suis adressée aux organismes, soit qui traitaient des personnes avec le sida et encore avec, en Ontario, j'ai trouvé un organisme qui s'occupait des endeuillés. Je suis allée chez eux pour avoir de l'aide en premier parce que je savais pas qu'il y avait quelque chose qui existait sur le côté québécois. À partir de là, j'ai fait du bénévolat avec eux et là, je suis entrée en contact avec Entraide Deuil de l'Outaouais qui commençait parce que Entraide Deuil de l'Outaouais est né en 1987, mais c'était pas incorporé, c'était pas connu puis tout ça. Quand j'ai connu Entraide Deuil de l'Outaouais, j'avais encore besoin de prendre soin de moi. Donc, j'ai participé à un groupe d'entraide avec Entraide Deuil de l'Outaouais. Et puis, j'ai continué à faire du bénévolat, mais à ce moment-là, je l'ai fait du côté québécois. OK. Puis, quel type, comment vous l'exercez, votre bénévolat? Je veux voir un peu, Entraide Deuil Outaouais, là, de quelle façon vous accompagnez les personnes endeuillées? Ben, en fait, on a plusieurs services. Entre autres, par exemple, on a des groupes fermés. Ce qui veut dire que les participants des endeuillés, bien entendu, on va les regrouper selon leur perte. Par exemple, la perte de conjoint. Et puis, on a des rencontres hebdomadaires pendant 11 semaines. Et on les accompagne dans leur cheminement, c'est-à-dire c'est du partage, c'est de l'entraide et évidemment, il y a des thèmes reliés au cheminement du deuil. Quand vous dites on les regroupe par type de perte, est-ce que ça fait une différence plus dans l'accompagnement? Ou c'est plus le fait de se retrouver avec quelqu'un dont l'histoire est encore plus similaire à la nôtre? Ben, en fait, on considère que la sagesse est dans le groupe. Donc, les personnes qui se retrouvent avec la même perte se sentent déjà un lien très fort. En plus, nos animateurs ont aussi une perte commune, une perte semblable. Ah, d'accord. Donc, c'est ainsi que vous les jumelez. Exact. Donc, les adultes, par exemple, on a des groupes pour conjoint, perte de conjoint, ou perte d'enfant, ou perte d'un parent, ami. Et puis, depuis quelques années, on a du deuil animalier, donc les adultes qui ont perdu un animal de compagnie, ça fait quelque chose. Et puis, en 2004, on a mis sur pied un programme spécial pour les enfants endeuillés. Et puis, quelques années plus tard, on a maintenant un programme spécial pour les ados endeuillés.
Ah, d'accord. Parce que j'imagine qu'ils réagissent pas de la même façon, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, on réagit pas de la même façon. Et même encore là, chaque personne, j'imagine, réagit de façon différente face au deuil. Ben oui, et puis, bon, les circonstances du deuil, l'attachement à la personne décédée, tout ça, c'est entendu qu'un enfant, on ne peut pas animer un groupe d'enfants de la même façon qu'on anime un groupe d'adultes. Est-ce que les motifs du décès contribuent à allonger le deuil? Bon, on ne peut pas parler de temps, OK? On va parler d'émotion. C'est entendu que la circonstance du décès peut complexifier, excusez l'expression, le cheminement du deuil. D'abord, j'imagine qu'on a eu le temps de se préparer dans votre cas avec vos frères, même si la préparation était très, très courte. Pour un. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ben en fait, oui, c'est vrai ça, OK? Et puis, quand il y a une longue maladie, par exemple, eh bien, moi, je me considère privilégiée d'avoir accompagné mon frère pendant 1 an et demi, parce que ce que ça a fait, c'est qu'on a parlé de la mort, on a parlé de notre vie ensemble. J'ai déjà commencé mon deuil avant que mon frère décède. Tandis que quand tu as une mort subite, eh bien, ou un accident ou quoi que ce soit, eh bien, c'est sûr que la personne n'a absolument pas cheminé dans la perte et puis dans le renouveau, parce qu'on dit toujours qu'après avoir cheminé dans son deuil, eh bien, on n'est plus la même personne. Puis c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je veux dire, par après, moi, puis j'ai vraiment pris soin de ma douleur parce que c'est important. Je voulais avoir le cœur propre pour accompagner mes parents. Beau. Que c'est beau, ça, Claire. Avoir le cœur propre. Vous vouliez pas que les émotions qui n'ont pas été libérées sortent à un moment impromptu? C'est ça, c'est exact. Ouais. Bien ça, deuil ou pas, on aurait peut-être intérêt à essayer d'avoir le cœur propre. Tu sais, on dit en avoir le cœur... Ah ben oui, en avoir le cœur net. Ça peut peut-être être un peu similaire de parler des choses. Mais c'est ça. Puis vous savez, quand on a une émotion qu'on renferme, qu'on garde à l'intérieur, puis c'est pas une émotion, donc c'est un sentiment, puis ça reste là, OK? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va grossir. C'est comme une machine à vapeur. Comme une machine à vapeur, dans quel sens? Ben, vous savez, la locomotive, par exemple, OK? Dans l'ancien temps, il y avait des locomotives à vapeur. Eh bien, si on avait bloqué la cheminée puis que la vapeur ne peut pas sortir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éclater. Et puis, ben, c'est exactement ce qui se passe. Notre fondatrice, ça faisait une quinzaine d'années. En fait, ça faisait 23 ans exactement qu'elle avait perdu sa mère. Puis elle n'avait jamais travaillé son rêve. Son deuil n'était pas résolu, finalement. Et puis, bon, c'est suite à des études à l'Université Saint-Paul où est-ce qu'elle s'est rendue compte de ça. Et puis, elle a pris le temps de cheminer dans son deuil. Elle était chanceuse parce que son professeur, c'était Jean Montbourquette. Ah ben oui, c'est une icône dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est une grande perte depuis que ce centre n'existe plus, je crois. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a des organismes comme le vôtre, de l'Outaouais qui aident les personnes endeuillées. Oui. Comment on sait qu'il est résolu, notre deuil? Est-ce que, parce qu'on parle souvent qu'il y a 7 étapes dans le deuil, est-ce que c'est parce qu'on observe qu'on est passé au travers de ces étapes-là? Ben, moi, je peux vous dire que je sais que mon deuil est résolu parce que lorsque je pense à mes frères, par exemple,
Ben oui, c'est sûr que j'ai de la nostalgie, puis que j'aimerais qu'il soit là, puis ça va m'arriver, d'avoir peut-être un petit peu le cœur gros, mais je pleure pas, et puis ça me dérange pas. C'est de la nostalgie que j'ai. Et puis, j'ai passé à autre chose. J'ai maintenant toute mon expérience avec mes frères, ça devient des talents, un atout ça enrichit ma vie finalement. Oui, bien, je me suis posé la question, Claire, dernièrement. Tranquillement, là, il y a des parents de mes amis où on va à des salons funéraires et je me dis, on est en train de s'habituer. Et comment on arrive à s'habituer? Parce que quand on est plus jeune, quand on apprend un décès, c'est comme nouveau. Pour nous, on n'a pas beaucoup d'expérience dans savoir comment composer avec ça. Puis à un moment donné, ben on vieillit. Si on a la chance de vieillir, ben on perd des amis. Tu sais, je suis aînée de famille comme vous et spontanément, moi, je me disais, ben c'est moi qui va partir la première. Puis là, je vous écoute, puis je me dis, ben pas nécessairement. Parce qu'on arrive à un âge où il peut y arriver toutes sortes de situations. Fait que est-ce qu'on vient qu'on s'habitue ou c'est la sagesse qui rentre, qui fait qu'on l'accueille mieux? Bien, vous avez répondu. On s'assagit. Oui. On s'assagit. Mais je vous dirais, par exemple, que si on ne travaille pas notre deuil, parce que le deuil, c'est une douleur. Alors, si on ne guérit pas cette douleur-là, ben, c'est comme un bobo, par exemple, un bobo physique, une égratignure ou quoi que ce soit. Eh bien, j'ai besoin de le guérir. Hein? J'ai besoin de lui faire une pommade ou quelque chose comme ça pour que la douleur émotionnelle, c'est la même chose. Comment on fait ça, Claire, travailler notre deuil? D'abord, il y a des organismes comme Entraide de Outaouais, oui. Exactement. Mais il y a aussi la possibilité, il faut que j'extériorise ma douleur. Il faut que si j'ai, par exemple, beaucoup de colère face au deuil, ben il faut que j'extériorise cette colère-là. Mais c'est souvent une des premières étapes, je pense, hein, la colère contre la vie, contre Dieu, contre le système de santé, contre la personne qui avait pas des bonnes habitudes de santé. Au début, c'est la première réaction, j'imagine. Ben, en fait, c'est un des états, une des émotions qu'on va retrouver souvent dans le deuil. La culpabilité, par exemple. On peut se sentir coupable de ne pas avoir été là ou de ne pas avoir vu les signes de maladie ou quoi que ce soit. Écoutez, même les enfants se sentent coupables des fois. Puis, moi j'anime les enfants là, depuis 2004 et puis c'est vrai ça. L'enfant qui s'est fâché contre son papa le matin parce qu'il ne voulait pas aller à l'école, puis il est arrivé quelque chose, puis son papa est décédé, là. Ben, cet enfant-là, il peut se sentir coupable parce que c'est de ma faute. Ah oui, c'est des choses que vous entendez dans les groupes? Oui. Puis vous savez quelque chose auquel il faut penser, là, parce que on a parlé un petit peu que ça change. C'est vrai que la vie change, OK? Puis, de nos jours, les rituels de la mort sont plus les mêmes. Par contre, les émotions sont encore là. Puis, même si, on veut passer à autre chose, ben si on passe à autre chose sans s'occuper de cette douleur-là, il y a quelque chose qui se passe dans soi qu'à un moment donné, faut qu'on s'arrête, puis il faut qu'on traite cette douleur-là, quelle que soit la façon qu'on le prend. On a parlé tantôt, oui, il y a des organismes, mais il y a des personnes autour de nous qui peuvent être des personnes qui ont de l'ouverture, qui sont accueillantes, qui peuvent nous permettre de s'exprimer, puis d'exprimer notre douleur. Claire, on fait une courte pause et on revient tout de suite
avec cette belle discussion riche avec vous. D'accord. Chantal Doré au micro d'Au fil du temps. Nous poursuivons notre discussion avec la présidente du conseil d'administration d'Entraide Deuil Outaouais, Claire Branchot. Claire, vous parliez des personnes à qui on peut s'exprimer. Comment on fait quand quelqu'un... on a l'impression là, que les gens commencent à être impatients ou se disent, ben là, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, tu devrais en être revenu. Comment on réagit avec ça? Je vous dirais, en fait, quand on parle des relations humaines avec les personnes endeuillées, on leur dit, partagez que vous êtes en deuil en ce moment, vous n'êtes pas la personne que vous étiez, et puis demandez à l'autre d'être patient. Bon, par exemple, si c'est mon conjoint, peut-être que mon conjoint, c'est ça qu'il voudrait. Il voudrait que je passe à autre chose, que je sois encore de bonne humeur, que j'ai le goût de sortir. Mais la personne endeuillée a besoin que on l'écoute, et puis si mon conjoint ne peut pas le faire, je peux trouver un ami, une amie, quelqu'un d'autre qui va me donner cet espace-là. C'est juste un espace dont j'ai besoin pour m'extérioriser, exprimer mon émotion. Et donc, je sais que votre organisme offre des services en virtuel aussi? Exactement. Si on n'est pas de la région, oui. Vous pouvez être sûr qu'on s'est retourné Saint-Dicenne bien rapidement quand on nous a annoncé qu'il fallait arrêter nos activités. Suite à la pandémie, j'imagine? À la pandémie. Écoutez, on ne faisait pas de virtuel avant, mais en ce moment, on fait autant de virtuel que de présentiel. Ah oui, ça a été une opportunité de couvrir plus large. Oui. Bon, on parlait, tu sais, des fois quand les gens se disent d'arrêter d'en parler, mais il y a aussi un service, là, que vous nous disiez que vous avez mis de l'avant, le deuil animalier. Il y a des gens aussi qui pourraient dire, voyons, c'est juste un chien, tu sais, c'est juste un chat, achète-toi-en un autre. Quand on entend ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, perdre un animal de compagnie, pour certaines personnes, ça se peut qu'ils ont cette attitude que vous venez de mentionner. Par contre, pour d'autres personnes, l'animal de compagnie, c'est comme un enfant. Donc, qu'est-ce que c'est la personne qui perd son animal de compagnie, et c'est un véritable deuil, elle a besoin de partager de la même façon que l'autre personne à côté a besoin de partager parce qu'elle a perdu son conjoint ou son enfant. Donc, on dit à nos endeuillés qu'ils sont responsables de travailler leur deuil. C'est à eux de ne pas se laisser influencer par la personne qui dit c'est juste un chien, achète-toi-en un autre. Ouais. Non, moi c'est mon chat et puis je l'ai perdu et puis j'ai eu besoin de pleurer, j'ai eu besoin de parler de mon chat, puis avant d'être prête à en avoir un autre, par exemple. Oui. J'avais entendu aussi que parfois, c'était un peu un autre deuil pas traité qui s'exprimait à travers ça, que ça pourrait être le deuil d'un parent qu'on pensait avoir réglé rapidement, mais tout à coup, replacé dans une situation de perte, là, c'est les émotions du deuil précédent aussi, comme vous le disiez, là, qui se sont pas exprimées, qui tout à coup, on a ça en paquet combo, là. Moi, je vous dirais, ce sont 2 deuils différents, OK?
Si, parce que je perds mon animal de compagnie, j'ai de la peine et puis ça me rappelle un autre deuil, ça se peut, ça. Et ça va même nous arriver avec certains endeuillés. Je me souviens, une année, on avait une personne qui était venue dans un groupe parce qu'il avait perdu son père. Cependant, à chaque fois qu'il partageait, la perte de sa mère venait sur le tapis. Donc, il n'avait pas résolu son deuil de la perte de sa mère. Et puis, c'était la perte de sa mère qui était la perte la plus importante. Oui. Donc, ce sont deux deuils différents. Maintenant, des personnes qui, comme moi, par exemple, ont cheminé, ont pris le temps, et je suis allée chercher de l'aide quand j'ai perdu mes frères. Eh bien, par après, je suis un petit peu plus mieux outillée lorsque j'ai perdu mon père, par exemple. Hein? Vous aviez le cœur propre, là. Ben, c'est-à-dire que je savais comment cheminer la perte de mon père. Puis mon père, c'était un gros morceau parce que c'était le premier homme de ma vie. Oui. Et puis, j'admirais mon père. Ben, je suis allée chercher de l'aide encore. Tu sais, parce que j'en avais besoin. Fait que chaque deuil est différent. Mais si j'ai les outils pour cheminer dans mon deuil, ben, je suis mieux équipée pour en sortir guérie et puis bénéficier. Tu sais, on parle d'héritage moral dans le deuil. Oui. Okay? Ben, c'est quand je suis capable de donner un sens à cette perte-là. J'imagine les qualités, les projets, les façons d'être qu'on garde avec nous. Si on garde la personne vivante à travers nous. Exactement, c'est ça. Bon, tu sais, ma bonne mère, qui est maintenant décédée, ben, c'était une femme d'affaires et puis tout ça. Puis j'ai toujours admiré ça chez ma mère. J'ai cheminé dans mon deuil avec. Je suis allée suivre un autre groupe pour la perte de ma mère. Et puis maintenant, cette qualité que j'admirais d'être bien organisée, puis tout ça, puis d'être capable de négocier, tout ça, ça me vient plus naturellement. Alors, quand je me rends compte que j'agis comme ma mère, je me dis, wow, thank you, mom. C'est l'héritage spirituel là, qui est c'est plus... ça, c'est ça. Et puis, c'est la même chose pour mon père. C'est sa sagesse qui m'a transmise comme héritage. Et puis, tu sais, ça m'arrive plusieurs fois dans mon quotidien de me dire, wow, je suis donc fière, tu sais. Donc, c'est ça l'héritage moral. Puis, on devient une nouvelle personne, une meilleure personne. Et dites-moi que, Claire, on parle d'influence. Bon, là, ici, vous parlez de l'influence de la famille, des parents. Dépendamment si notre religion ou notre culture ou le fait qu'on soit issu des Premières Nations ou autre, de quelle manière ça influence le deuil? Parce que j'ai l'impression, dans notre culture nord-américaine, post-révolution tranquille, qu'on ne sait pas trop bien comment composer avec ça, le deuil. Ben, à entrer le deuil de l'Ottawa, on ne parle pas de religion. On va parler de valeurs. Donc, c'est bien entendu que certaines valeurs vont influencer comment on extériorise nos émotions, va influencer comment on vit avec les autres, puis tout ça. Donc, que je sois catholique, autochtone,
j'ai besoin de m'extérioriser, puis je vais m'extérioriser avec une teinte de mes valeurs. Mais c'est le fait que ça soit plus présent. Il y a quand même des communautés culturelles qui vont célébrer davantage le deuil, la reconnaissance, la transmission des ancêtres, alors qu'on dirait qu'on a un petit peu perdu ça ici. Oui, puis c'est dommage. C'est dommage parce que il y a des personnes qui ne se permettent pas, qui ne se donnent pas ce cadeau de s'arrêter et puis de guérir, de soigner leur douleur. Cadeau de s'arrêter. Vous, Claire, je sens que vous avez l'âge de la sagesse. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps en mouvement comme ça, toujours autant impliqué? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Maintenant, en traite de l'Outaouais, il y a une espèce de gros changement qui se passe. Ah oui. Parce que non seulement les personnes endeuillées font appel en traite de l'Outaouais, mais aussi les professionnels de la santé, de tout acabit. Ah oui, d'accord. Parce que en thérapie, en n'importe quoi, ils rencontrent des patients et les patients ont un deuil. Alors, maintenant, en traite de l'Outaouais, on fait des présentations sur le deuil à des CLSC, à des professionnels de la santé. Et puis, il y a l'aide médicale à mourir qui fait un gros boom. Écoutez, le Québec, là, c'est le pays qui a le plus de demandes d'aide médicale à mourir en fonction de la population. Et ça va aller en augmentant, j'imagine? Exactement, en augmentant. Et puis, nous autres, en traite de l'Outaouais, écoutez, ça fait 2 ans et demi, là, moi, que je travaille avec une équipe pour justement préparer une soirée de partage pour les personnes qui ont perdu un être cher par l'aide médicale à mourir. Si on veut en savoir plus à ce sujet, Claire, à quel endroit on se renseigne? Ben, écoutez, ça va sortir dans les prochaines semaines. On va faire évidemment un projet pilote là, avec un premier groupe. Puis ensuite, ça va être l'après l'aide médicale à mourir. Et puis il viendra tout de suite après une soirée pour le avant l'aide médicale à mourir. Ben, on va suggérer à nos auditeurs de vous suivre sur votre page Facebook peut-être? Sur la page Facebook, mais sur le site Internet. Web. Sur le site Internet, donc on donne rendez-vous aux auditeurs sur la page Entraide Deuil Outaouais. Et un grand merci à Claire Branchot de nous avoir transmis sa passion pour Entraide Deuil Outaouais et sa belle sagesse de vie. Merci Claire d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.